Je vais arrêter mon micro d'ailleurs. Est-ce que tout le monde peut couper son micro, sauf la personne qui parle? Bon, nous allons commencer. Donc, je remercie tous les participants, donc, dont les invités. Pour ce premier webinaire mené dans le cadre du projet dont l'acronyme est INTERFER, donc qui signifie interdisciplinarité sur la Fairness, Interdisciplinarity on Fairness. Et donc, je le rappelle, hein, donc un projet très brièvement qui a été soumis en réponse à l'appel à projet de la mission pour l'interdisciplinarité et l'initiative transverse du CTRS, lancé juste avant le confinement, le premier confinement. Donc, qui a retenu le projet, donc, dont les attendus, c'est de travailler de manière interdisciplinaire, donc entre informatique, droit et sciences sociales, sur la question de la fairness en IA, donc et ce de manière originale, c'est-à-dire en nous interrogeant sur, bon, outre le fait que l'éthique ou la fairness sont attachés à des valeurs sociales, donc des préférences sociales pour l'équité des règles éthiques. Quelles sont les voies et moyens? Donc, il y a une littérature tout à fait conséquente en informatique hein, sur la fairness, sur la loyauté des algorithmes, donc, qui est très active. Donc ça, c'est une voie. Il y a d'autres voies sur lesquelles le projet a l'ambition de faire preuve d'originalité. C'est de réfléchir aussi aux normes juridiques. Est-ce que les normes juridiques portent des considérations éthiques, des valeurs éthiques qui pourraient être prises comme input ou comme cadre du fair design? Il y a aussi l'autorégulation, donc qui prend deux formes. Enfin, l'autorégulation par les entreprises Facebook, Google, IBM, etc. Ou des organisations professionnelles, donc par exemple l'Association of Computing Manufacturers. Et puis les régulations par les recommandations, donc recommandations des groupes d'experts de haut niveau, donc dans le cadre européen et d'autres initiatives. Voilà. Alors, est-ce que ces voies sont alternatives? Sont-elles complémentaires? Pour comprendre, voilà. Quelle est la valeur ajoutée que nous pouvons essayer de produire dans ce domaine très, très travaillé de l'éthique en IA. Voilà, donc c'est très brièvement le cas du projet. Donc, je remercie Antoine Louvaris et Philippe Bambly d'intervenir dans cette première séance, donc est consacrée aux entrées juridiques. Donc je présente rapidement la règle du jeu. Donc Antoine Louvaris commencera ce séminaire sur une présentation donc, de 30 minutes à peu près autour de normes juridiques, éthiques et techniques. Puis nous aurons quelques minutes de discussion donc, sur des points techniques, des points précis. Puis nous passerons à la présentation de Philippe Bambly, donc, qui est en ligne de Bruxelles. Philippe? De Liège. Voilà, d'accord. Donc, sur le sujet système algorithmique, éthique et gouvernance, Philippe a communiqué, a eu le chantier de communiquer un texte. Donc, je pense que tout le monde y a accès, donc à l'appui de son intervention. Voilà, je cède tout de suite la parole au premier intervenant, Antoine Louvaris. Donc, Antoine, à toi. Donc, si tu pouvais mettre ta caméra, moi je j'ai un problème. Oui, le problème, c'est que j'ai un problème avec ma caméra.
Oui, voilà. Et en plus, j'ai un problème avec le micro, c'est-à-dire que j'ai des échos. Donc, ce qui, voilà, la caméra, ça sera moins important, c'est pas si grave que ça, mais le problème, c'est les échos. Alors, attends, est-ce que je vais voir. Bon, alors apparemment, le problème des échos est réglé. Donc, désolé pour l'absence d'image, mais il va falloir que je vois ça avec mon portable. Depuis quelques jours, j'ai un problème de caméra. Voilà. Alors, nous allons avoir une intervention très complète et j'ai lu avec beaucoup d'intérêt le document qui a été envoyé par mon collègue en ce qui concerne notre sujet. Et je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous infliger une conférence d'agrégation de droit sur le pont aux ânes qui consiste à dire quelle est la différence entre le droit, l'éthique, et puis alors si on parle de l'éthique, est-ce qu'on parle de la morale? Oui? Je vois ta main. Non, c'est une fausse manœuvre de ma part. Pardon? Pardon, je continue. C'est une fausse manœuvre de ma part. Oui? Oui? Oui, je peux continuer. Oui, voilà. Voilà. Alors, donc, je ne vais pas avoir cette démarche, mais en réalité, je voudrais poser quelques questions transversales et essayer de faire à la fois un mélange de déductif et d'inductif, puisque nous sommes en plein foisonnement dans cette affaire et que nous avons à la fois des permanences, c'est-à-dire des questions que l'on retrouve systématiquement depuis un certain temps, les années 70 au moins, avec les questions de bioéthique, et sur un certain nombre de questions déontologiques, etc., puis en même temps des nouveautés liées à l'intelligence artificielle et à la disruption qu'elle est supposée introduire. Alors, le thème de ce questionnement, c'est normes juridiques, donc éthique, technique. Alors pourquoi? Parce que, en tout état de cause, les normes juridiques et l'éthique peuvent avoir des relations dans tous les domaines, mais ici, c'est la technique qui effectivement constitue le cœur du débat, je ne dirais pas de l'affrontement, mais des relations. Alors, bon, sans vouloir faire trop de philosophie, mais c'est pas interdit. Comme on peut citer deux auteurs, Heidegger et Jacques Ellul, d'une démarche très différente, mais qui arrivent à des conclusions assez fortes et sur la relation à la technique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la technique possède son inertie propre et finalement entraîne l'homme, et ce n'est plus l'homme qui entraîne la technique. Certes, il crée de la technique et mais cependant, la technique a une force irrésistible, et Jacques Ellul parle à cet égard du système technique, qui est un système dans lequel finalement l'homme devient comme un paramètre, comme un autre. Et naturellement, avec l'intelligence artificielle, la question se pose avec encore plus d'intensité, puisque cette intelligence artificielle paraît développer une sorte d'autonomie. Alors on pense à l'apprentissage machine, et par ailleurs introduit quelque chose qui est une forme de délégation humaine à la machine, c'est-à-dire qu'en réalité, par son efficacité, il peut y avoir finalement une sorte de déresponsabilisation de l'humain au regard de la machine, d'autant plus que cette machine est efficace, voire même efficiente, c'est-à-dire d'une efficacité optimale. Il peut aussi y avoir des questions, en effet, d'hybridation entre l'homme et la machine, la question à terme physique. Et on se pose, il y a aussi des formes d'anthropomorphisme, c'est-à-dire de projection humaine sur la machine. Et ces projections humaines sur la machine, c'est la question des robots qui a agité, avec la proposition du Parlement européen, comme on le sait, d'introduire une responsabilité civile des robots, ce qui signifie concrètement des obligations d'assurance pour les propriétaires, etc., mais avec des sortes de décharges de responsabilité pour le propriétaire. Donc, on est effectivement
au cœur de quelque chose qui a une intensité particulière par rapport aux questions posées par la technique, à la fois à la norme juridique et à la fois à l'éthique. Alors, ceci dit, j'ai parlé de normes juridiques et d'éthique. En réalité, de quoi parle-t-on? Moi, j'observe une chose. Si on regarde les choses de façon... Alors, le premier point, ça serait des questions de définition et de notion. De quoi parle-t-on quand on parle d'éthique? Si on prend les bons ouvrages de philosophie du droit, et notamment l'excellente synthèse de René Sève, Philosophie et théorie du droit, il nous rappelle un certain nombre de choses sur l'éthique, et notamment les différentes formes de la pensée juridique en matière d'éthique, et il nous dit qu'on peut diviser l'éthique normative ou morale en deux familles. La première est composée des morales attractives qui se proposent d'envisager comment l'homme vise le bien et s'en rapproche vers ses vertus. La seconde famille est composée des morales impératives, avec deux variantes, les morales déontologiques pour lesquelles les actions sont bonnes ou mauvaises en soi, et les morales conséquentialistes pour lesquelles les actions doivent être évaluées selon leurs résultats. Dans ces deux familles, on aura reconnu, dit-il, l'opposition entre le kantisme et l'utilitarisme. Par ailleurs, si on s'intéresse aussi à notre philosophe du droit, Georges Delvecchio, qui s'interrogeait en 1936, mais toujours valable, sur droit et morale, il affirmait que le droit constitue l'éthique objective et la morale l'éthique subjective. Alors, ça, ce sont des données que l'on peut retenir à titre théorique. Mais concrètement, de quoi s'agit-il? Moi, je regarde, par exemple, les rapports qui sont faits par des autorités instituées par le droit pour jouer un rôle particulier en la matière. Et je vais citer, par exemple, le cas de la CNIL, qui dispose d'une compétence législative en la matière comme autorité indépendante, administrative indépendante de régulation, à laquelle la loi sur la République numérique a confié une mission réflexive sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevées par l'utilisation des techniques numériques. Et lorsqu'on prend le rapport qu'elle a fait, la synthèse d'un débat public, d'une consultation publique, son titre, donc fin 2017, c'était « Comment permettre à l'homme de garder la main ». Et quelle est la définition de l'éthique qui est retenue? C'est réflexion sur les principes fondamentaux de conduite de la vie des hommes et des sociétés. Cependant, ces principes fondamentaux de conduite et de la vie des hommes et des sociétés n'empêchent pas que, en centrant les choses sur l'homme, on en vienne à parler d'éthique algorithmique. Alors, tu as parlé, cher Thierry, de la loyauté des algorithmes. Alors, ça mérite d'être défini, cette loyauté, on y reviendra. On peut avoir différentes définitions sur la notion de loyauté. Et cette notion d'éthique, donc, font observer aux juristes qu'en réalité, on voit apparaître une situation où à des lois techniciennes répondent des lois éthiques. Mais dans tous les cas, c'est les lois. C'est des lois, c'est des normes. Quand je dis des lois, on peut bien parler de directives, de règlements, c'est-à-dire de normes générales impersonnelles posées par l'autorité publique compétente et qui normalement imposent. Mais là, ici, on explique qu'on doit intervenir dans une sorte de dialogisme, c'est-à-dire la loi doit créer une situation favorable à certains types de comportements, une certaine souplesse, et s'intéresser évidemment à la réaction de ses destinataires et permettre en réalité à ces destinataires d'intervenir dans le cadre le plus large possible, mais tout de même un cadre qui est orienté. Donc le juriste constatera qu'il y a des références à l'éthique et que ces références sont juridicisées
Par rapport à des lois techniciennes, alors qu'est-ce qu'on peut appeler loi technicienne? On peut appeler loi technicienne précisément ces lois qui, dans divers domaines de la régulation technique, économique, sociale, etc., assument la prise en charge du développement technique, ont des articles et des développements qui sont à la mesure de la complexité technique et qui, finalement, pourraient avoir l'effet de substituer au syllogisme juridique une forme de syllogisme technique, le droit n'étant en quelque sorte, dans une forme extrême, qu'un habillage d'une interprétation technique. Alors, ce que l'on constate donc dans cette affaire, c'est que, au fond, que se passe-t-il? Si on appelle droit, comme le disait Paul Amselec, une technique publique de conduite des comportements, une technique publique qui a une légitimité particulière dans une démocratie du fait de ses procédures, des démocraties procédurales, un contrôle par le droit, la question qui est posée, c'est que est-ce qu'il n'y a pas une mutation de cette norme juridique qui assimile l'éthique, qui assimile une éthique pour une technique et qui se transforme à cet égard. Et très concrètement, on constate que on fait intervenir à côté de la norme dure les notions de droit souple. Les droits souples qui sont d'ores et déjà consacrés par la jurisprudence du Conseil d'État spécialement pour nous, et qui sont présentés comme des instruments juridiques qui influencent les comportements. Et que cette souplesse pose la question aussi de l'origine de ces normes juridiques en tant qu'elles assument l'éthique comme principe de conduite de la vie des hommes sur les sociétés par rapport à une matière donnée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si, toujours dans ce premier point sur les notions, on s'en tient aux notions institutionnelles, ce que l'on constate aussi, c'est qu'il y a une polysynodie. Alors, est-ce qu'elle est symphonique ou cacophonique? Les questions peuvent être posées. Nous avons un comité national d'éthique qui intervient à plusieurs reprises lié à la santé, mais on a créé aussi un comité éthique et scientifique pour les recherches et études et les évolutions dans le domaine de la santé et chargé de donner des avis sur la pertinence éthique de recherche. Il est créé à partir de 2020. On vient de voir qu'il y a la CNIL aussi. Le comité national consultatif veut faire intervenir aussi dans les domaines, par exemple, de contrôle de l'information et de la mésinformation ou désinformation, par exemple, dans la crise sanitaire, s'interroge sur le fait de la nécessité peut-être d'étendre les compétences du CSA, du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Donc, la question que va poser le juriste, c'est l'inventaire, la cohérence et les interactions entre des institutions publiques différentes et spécialement du développement d'une espèce d'autorité sapientiale éthico-technique, dont je viens de citer certaines, qui produisent des considérations qui vont être soit cristallisées dans du droit dur, soit vont être considérées comme des orientations incitatives. Et c'est ici qu'intervient la question aussi du juriste, qui est quel est le rôle du juge? Quel est le rôle du juge? Notamment dans diverses questions de responsabilité, les voitures automatiques, les choix d'éthique que l'on peut faire, quelle responsabilité, quel contrôle de légalité. Alors, ce que l'on doit constater, c'est qu'on voit par exemple que le Conseil d'État a donc consacré, après un rapport d'Assemblée générale administratif consacré au droit souple, eh bien, comme vous pouvez s'y attendre, sa jurisprudence a consacré le droit souple d'abord pour les autorités de régulation et maintenant les arrêts les plus récents l'étendent. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un droit souple public, puisque évidemment le Conseil d'État s'intéresse au droit souple produit par des autorités publiques. Et ce droit souple public est lié à une notion d'éthique publique,
d'éthique publique, en l'espèce de régulation, par exemple, des algorithmes. Et évidemment, comme il est intéressant de constater que la promotion 2018-2019 Molière de l'École nationale d'administration fait des groupes de travail. Ces rapports sont bien intéressants puisque les élèves sont un accès tout à fait ouvert à beaucoup de données administratives, et l'un des groupes est consacré, donc, le rapport est sorti, éthique et responsabilité des algorithmes publics. Et vous verrez, vous avez vu l'anthropomorphisme, c'est l'éthique et la responsabilité des algorithmes publics. Mais en réalité, c'est l'éthique et la responsabilité des autorités publiques, soit qu'elles contrôlent, soit qu'elles utilisent l'algorithme public. Mais nous sommes à Dauphine et le publiciste travaille avec le privatiste, évidemment, spécialement dans le domaine économique. Et qu'est-ce que l'on constate? Qu'évidemment, il y a aussi un droit souple privé. Un droit souple privé qui sera sous le contrôle du juge judiciaire, même si le Conseil d'État ayant admis le recours pour excès de pouvoir, comme un certain nombre d'autorités publiques qui interviennent de plus en plus dans tous les domaines, à titre incitatif et pas forcément décisionnel, il y a un cadre fixé par la juridiction administrative. Ce droit souple judiciaire conduit à des questions aussi. Et la question qui est toujours posée au juge, c'est quel est l'effet juridique sur l'ordonnancement juridique? Est-ce que oui ou non, ça a une conséquence juridique? Est-ce que ça a une conséquence juridique de légalité? Est-ce que ça a une conséquence juridique de responsabilité? Est-ce que tel code éthique qui a été fait dans une entreprise doit avoir des conséquences, par exemple, devant le juge du travail, par exemple, devant le juge de la responsabilité civile, voire même des conséquences qui pourraient être prises en compte, non pas directement par le juge pénal, mais qui existent. Et c'est le Conseil constitutionnel a eu aussi à traiter de ces questions sur le devoir de vigilance en censurant des dispositions qui risquaient d'introduire des sanctions jugées sans base légale ou disproportionnées par rapport à des obligations dont un certain nombre sont présentées comme éthiques. Alors, donc, on constate, et c'est une question que je pose, j'ai moi-même des éléments de réponse, mais comme je te l'avais dit, je ne poserai que des questions, d'autant plus que nous allons avoir, après une intervention, nous avons déjà un papier d'une grande richesse sur la gouvernance. Eh bien oui, la question, je pense, à la question de la gouvernance institutionnelle, de la gouvernance des normes. Faisons le point, qu'est-ce qu'on appelle exactement éthique? Quelle est la part, en réalité, sous couvert d'éthique, de normes juridiques classiques qui sont vues sous un angle peut-être d'acceptabilité, ou alors, effectivement, qui sont adaptées à la réalité technique, auquel cas, toi et moi, nous avons déjà utilisé ce concept, nous aurions une rétroaction du droit, c'est-à-dire que le droit s'adapte à l'éthique, et on va nous donner des exemples, mais il y a plusieurs exemples qui sont donnés dans les rapports que vous avez, que je viens de citer, dans la foultitude de rapports qui constituent si vous voulez, la matrice éventuelle de décision, de paradécision, de paranorme, de contrat. Alors, le point que l'on doit soulever aussi, c'est qu'il y a un mot magique qui sort, qui est la régulation, parce que la régulation, au sens le plus général, c'est une recherche d'équilibre, et d'équilibre adaptatif, et qui permettrait donc de suivre les mouvances de la chaîne algorithmique, par exemple, avec ses différentes étapes et les différentes personnes qui sont concernées. Alors, si on en vient à cette notion de régulation, qui mélange donc le droit dur et le droit souple, qui n'a pas de complexe à intégrer des normes éthiques à juridiciser, eh bien, de quelle régulation s'agit-il? En France, alors il y a l'autorégulation, c'est l'autorégulation par le milieu concerné, donc les développeurs, les concepteurs, les utilisateurs, les plateformes. Les plateformes ont créé des autorités, notamment en situation de Covid, des autorités de contrôle de leurs informations pour éviter les fake news, etc., spécialement en termes épidémiques. Et d'ailleurs, le comité de réflexion éthique et le comité de pilotage, car il y a aussi un comité de pilotage éthique au sein du comité national consultatif de l'éthique pour la santé. Ce comité de pilotage s'est interrogé sur ces autorités, entre guillemets,
qui se dégagent et qui permettent d'avoir des modérateurs, des experts, etc., mais qui doit les contrôler. Et le comité propose effectivement un rôle de l'autorité publique, soit le CSA, soit on crée une autorité de régulation indépendante pour le contrôle de la mésinformation, de la désinformation et de la bonne information en numérique. Ce que l'on constate, c'est qu'on a une tendance en France, je ne dis pas que c'est général, à tôt ou tard en venir à l'autorité publique. Alors, l'autorité publique normative directe, la loi sur les fake news françaises fait intervenir une conception très publiciste des choses, mais en réalité, soit la porte d'adaptation, c'est bien l'autorité de régulation indépendante, supposée en quelque sorte être un sas entre le monde de la société civile, la réalité du milieu considéré, sa complexité et la décision publique ou la décision privée, ou le contrat de droit privé. Donc, la question que peut poser le juriste aussi, c'est dans cette polysynodie, qui fait quoi? Y a-t-il des redondances? Y a-t-il des doublons? Et j'en viens à mon deuxième point, ce qui me permettra de développer puis de conclure. Mais ces doublons, ces utilisations institutionnelles sur ces notions, sur quel type de normes ou de paranormes? Et j'en viens maintenant à un deuxième point qui sera consacré aux notions. Alors, aux normes, au fond des normes, pardon, le fond des normes. Alors, moi, je constate que si on regarde notamment la CNIL, voilà, l'Institut Montaigne, l'Institut Montaigne, c'est intéressant. L'Institut Montaigne est un think tank important qui a fait en mars 2020 un rapport sur le contrôle des biais, SVP. C'est intéressant. On doit tenir compte des think tanks privés, etc., puisque par définition, on doit avoir une prise en charge entre guillemets publique et privée des choses, une rencontre des deux, et que, somme toute, ces techniques numériques ne concernent évidemment pas que la décision publique et l'éthique publique, mais bien au contraire, toute une série d'interventions dans des domaines divers, santé, assurance, économie, etc. Et c'est intéressant parce que cet Institut Montaigne, exactement aussi comme la CNIL, exactement comme le rapport RENA, exactement comme le Conseil d'État dans son rapport sur les plateformes, eh bien, il met en avant des principes et le contrôle des biais. La notion des biais volontaires, ça encore, mais surtout des biais involontaires. On connaît les exemples qui ont été donnés notamment aux États-Unis de biais qui sont en réalité réintroduits alors même qu'on cherche par l'algorithme à connaître mieux la réalité des choses. Alors, moi, ce que je constate, c'est deux choses. Et ça sera en fait donnée finale que je voudrais donner, en fait, développer. C'est que soit il y a une sorte de mimétisme par rapport à la théorie des droits fondamentaux. C'est-à-dire qu'en réalité, ce que l'on appelle éthique, donc des principes qui vont guider des comportements. Alors, comment on va la distinguer de la morale? La morale, en droit, on sait qu'elle est depuis un certain temps présente. C'est-à-dire que l'éthique serait plus délibérative, renverrait à des capacités d'autodétermination des sujets juridiques plus fortes qu'une morale normative impérative. D'où l'importance soit du droit souple, soit de dispositions législatives qui laissent des marges de manœuvre importantes aux personnes publiques d'application ou aux personnes privées, soit qui font intervenir précisément des autorités administratives indépendantes. La CNIL, par exemple, ce qu'on peut présenter comme un rapport, c'est un rapport de synthèse d'une consultation publique, mais c'est une synthèse faite par la CNIL avec une intervention de sa présidente, effectivement, et qui donne, par exemple une définition de l'éthique sur les principes fondamentaux de conduite de la vie humaine dans les sociétés. Alors, qu'est-ce que on peut dire sur le mimétisme des droits fondamentaux, qui peut être un approfondissement? C'est qu'en réalité, si on prend la base de tous les droits fondamentaux, tel que cela résulte, par exemple, de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en France, la base de tous les droits fondamentaux, c'est la dignité de la personne humaine. La dignité de la personne humaine est la source première, la fontaine de droits fondamentaux. Elle est rarement utilisée positivement par le Conseil constitutionnel, mais précisément sur des questions éthiques, la dignité de la personne humaine a été mise en avant. Et la dignité de la personne humaine a été mise en avant aussi par le Conseil d'État dans un fameux arrêt de 1995 sur le lancer de nains, où était posée une question éthique. La personne de très petite taille était volontaire,
elle voulait, enfin disons, c'était son métier, elle considérait qu'il n'y avait pas de problème, qu'elle risquait d'ailleurs de se retrouver sans travail. Il n'y avait pas eu de protestation locale, les adultes venaient, évidemment, il y avait un contrôle, des garanties étaient données, et le Conseil d'État dit c'est interdit, sans considération de circonstances locales, au nom de la dignité de la personne humaine, fondement constitutionnel et fondement Convention européenne des droits de l'homme. On a aussi une autre idée, c'est la notion de fraternité. Le Conseil constitutionnel a affirmé dans le domaine du contrôle de l'immigration que, au nom de la fraternité, on ne pouvait pas en venir à refuser son aide, en substance, à être tenu d'avoir tel type de comportement, refuser son aide, etc., saisir l'autorité publique d'une personne qui se trouvait en situation de détresse, peu importe sa situation de régularité ou non au regard des lois de police. Donc, la fraternité. La dignité et la fraternité, si ce ne sont pas des références éthiques dans l'humanisme, qu'est-ce que c'est? Alors, on voit pour l'intelligence artificielle ce type de situation intervenir, car enfin, quand on parle des principes fondamentaux, de quoi parle-t-on? On parle, par exemple, du principe de non-discrimination et de la question des biais. Alors, pourquoi est-ce qu'on en vient à dire l'éthique? On pourrait dire oui, mais enfin, le principe de non-discrimination, la question des biais, je peux toujours juridiciser les choses. Je peux le juridiciser par l'impartialité, je peux le juridiciser par la neutralité, et je peux le juridiciser tout simplement par le principe d'égalité, car le principe de discrimination n'est qu'une illustration du principe d'égalité. Alors, la réflexion éthique est connue comme un approfondissement, au fond, du contrôle, précisément lorsque, par rapport aux algorithmes, on peut avoir des questions finalement de biais involontaires alors que l'on recherche une efficience. Et par conséquent, en réalité, ce que l'on va demander tôt ou tard au jury, au juge, au droit, à l'autorité publique, au contrat privé, c'est de développer des procédures qui vont permettre d'être préventives ou curatives d'un certain nombre de biais liés aux données, à la collecte des données, à leur utilisation, aux biais cognitifs, etc. On pourra en reparler, qui peuvent intervenir. Donc, en réalité, on va convoquer, c'est un approfondissement de données. Alors, la norme éthique, il y a un effet, je dirais, performatif du vocabulaire qui est absolument pas négligeable, évidemment, qui consiste à se responsabiliser les acteurs, puisque l'un des risques mis en avant par les différents rapports et tout, c'est la déresponsabilisation. Je me déresponsabilise parce que c'est pas moi, pour faire simple, c'est l'algorithme et c'est plus efficace. Alors, justement, il y a aussi le principe de loyauté. Alors, le principe de loyauté est intéressant, on connaît ça en droit, la loyauté des relations contractuelles, la loyauté des comportements dans les normes déontologiques. Je n'ai pas parlé des normes déontologiques, évidemment, je vais en parler ici rapidement. La déontologie, c'est de l'éthique juridicisée à une profession, à une activité donnée. Ça rentre dans du normatif, avec un contrôle d'ailleurs de juridiction spécialement disciplinaire, ou la prise en compte par le juge civil ou le juge administratif de fautes disciplinaires qui pourraient ne pas être des fautes civiles ou des fautes administratives classiques, mais on exige quelque chose de plus pour cela. Donc, ce principe de loyauté, mais de quoi parle-t-on? La loyauté, qu'est-ce que c'est exactement? La loyauté, c'est est-ce que l'algorithme produit ce qu'il doit produire vis-à-vis de son concepteur, vis-à-vis de ce qu'il avait prévu, vis-à-vis de son utilisateur. Qu'est-ce que c'est exactement que la loyauté de l'algorithme? Il est intéressant de constater que, par exemple, l'Institut Montaigne insiste à plusieurs reprises, mais il n'est pas le seul, la CNIL aussi en parle, sur le problème d'efficience. C'est-à-dire qu'en réalité, il ne faut pas oublier aussi qu'on s'attend à une efficience de l'algorithme. Et que donc, si l'on fait trop si je n'ai pas dit le mot, ça y est, je le dis, de conformité, comme on le voit se développer, c'est-à-dire, une analyse a été faite par des membres du Conseil d'État qui, par imitation, traitent de la conformité comme une sorte de délégation de la police administrative préventive qui seront faites, y compris sur les acteurs privés. Si on fait une conformité excessive, eh bien, est-ce qu'on ne va pas brider l'innovation, être en paradoxe avec
il doit être une qualité de l'algorithme, c'est-à-dire son efficience. Et l'efficience, c'est très précisément, peut être présentée comme une norme éthique de qualité, puisque la norme éthique, c'est aussi bien faire son métier, bien faire ce que l'on a à faire. Eh bien, c'est produire les effets attendus de la façon optimale. Alors, pour terminer, on voit que, par exemple, la CNIL met deux principes en avant. Elle met en avant le principe de loyauté et avec une phrase, l'algorithme ne doit pas pouvoir trahir sa communauté d'appartenance. Et elle fait aussi des analyses sur le lien entre consumérisme, citoyenneté, etc. Et puis, ce qu'elle appelle aussi un principe de vigilance constante, qui, pour toutes les chaînes par exemple, de l'algorithme et tous les acteurs de la chaîne algorithmique, doivent avoir la possibilité finalement de contrôler, d'intervenir, de se questionner, de réagir à toute révolution non explicable. Et évidemment, là, ici, je reviens à ce que j'ai dit au début, on renvoie à la technique, donc les informaticiens, les mathématiciens, toutes les personnes spécialisées. Dans quelle mesure, en réalité, on en vient à se dire que ces principes de loyauté et ces principes de vigilance, cette déclaration des droits fondamentaux au regard si on allait plus loin, au regard de la et du numérique général, elle peut avoir des effets, pour le coup, efficients. Dans quelle mesure elle peut être efficace? Elle ne peut pas être simplement un vocabulaire. Et on est renvoyé à une donnée fondamentale de la régulation, c'est-à-dire qu'il faut avoir une gouvernance, une administration optimale, mais elle doit être efficace quant à son contrôle. Et donc, ici, le droit va intervenir comme un droit technicien qui va demander aux spécialistes, notamment en mathématiques, en informatique, dans tous les domaines, de produire des situations, des outils qu'il pourra juridiciser. Et alors aussi, c'est tout le débat, par exemple, des certifications, labels, etc., des labels obligatoires. C'est le droit qui devra juridiciser des questions sur l'adéquation de ces deux principes au risque ou d'autres principes, car on distingue, la Commission européenne a distingué les intelligences artificielles à haut risque des autres intelligences artificielles, dans un domaine médicaux, de vie privée, etc. Et les débats, notamment du Comité national consultatif éthique, ça a été de dire oui, mais qu'appelez-vous exactement le haut risque? Faut-il réserver au haut risque le label conforme, obligatoire, etc. Et ça se termine donc, et je terminerai là-dessus, par un principe d'équité et de, entre guillemets, redistribution sociale et de justice distributive en matière d'éthique et de juridisation de l'éthique des algorithmes, c'est-à-dire que précisément, il ne doit pas y avoir des classes privilégiées, alors je dis des classes pas au sens social, des catégories privilégiées d'utilisation de l'intelligence artificielle, des prioritisations, comme on dit en droit de la régulation, sur certaines catégories, alors que, en quelque sorte, l'utilisation ordinaire ferait l'objet d'une attention plus faible. Donc voilà ce que j'ai voulu mettre comme questionnement, la notion, les institutions, et puis les principes, le biais cognitif du juriste, c'est qu'il a tendance à considérer qu'il y a un caractère enveloppant au droit, ce qui est vrai, c'est-à-dire qu'en dernière analyse, on va demander à l'instance juridique d'intervenir, mais il doit être aussi conscient que cette instance juridique est tributaire de données techniques, de choix politiques et idéologiques parfaitement légitimes. J'utilise le mot idéologie au sens neutre, parce que il suffit de regarder si vous étudiez par exemple le rapport de la CNIL par le rapport des élèves de l'ENA. J'ai pris, évidemment, il y a des tas d'autres choses. J'ai pris cela parce que c'est assez significatif. Et le rapport de l'Institut Montaigne, vous voyez des différences
des attentions plus dans un sens attaché à l'efficience économique, par exemple, et donc tout en mettant un certain nombre de garde-fous, de ne pas vouloir mettre en question l'efficience économique. D'un autre côté, un acteur peut avoir une conception du principe d'égalité qui n'est pas la conception classique à la française, c'est-à-dire que qui ne va pas entrer dans les notions de discrimination positive, d'obligation de différenciation, ou qui va être plus déductif à la française en encadrant les choses. Et par le biais de l'IA, on peut aussi promouvoir des approches différentes, des notions d'équilibre, d'équité, d'égalité, de diversité, de ce qui fait la complexité de nos sociétés. Et donc, ces aspects-là sont pris en charge. En dernière analyse, donc, sous le drapeau de l'éthique, interviennent beaucoup de données dont certaines sont éthiques en ce sens qu'elles viennent d'une réflexion qui se veut dialogique par rapport à la morale classique, qui prend de la morale sur, au fond, quel est mon comportement vis-à-vis des autres sans un comportement bénéfique qui impose un certain nombre de choses, que je sois un acteur public ou un acteur privé, ou alors, en réalité, un approfondissement en utilisant un paramètre dit éthique de ce que l'on appelle les droits fondamentaux et leur protection. Et donc, une nouvelle génération de droits fondamentaux, on en donne 3 en général, donc 1789, 1900, alors pas que 1789, mais enfin bon, pour les Français, 1789, c'est universel à nos yeux. 1945, la 3e génération, la bioéthique, la charte de l'environnement, les nouvelles conceptions sociales, l'extension du principe de non-discrimination, et puis une 4e génération qui serait liée à la révolution comparable à la révolution industrielle, qui serait la révolution numérique, qui serait les droits de l'homme de la 4e génération, c'est-à-dire technicisé parce qu'on est face à une technique qui a un impact tout à fait particulier, des capacités d'autonomisation supposées vis-à-vis de l'humain, et en même temps classique, puisque en réalité, ce sont la liberté et l'égalité, voire le droit de propriété, qui sont directement concernés par cette jouvence, introduite de réaction à l'intervention du numérique, une cyborgisation, si j'ose dire, des droits fondamentaux. Et j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Antoine pour ce tour d'horizon extrêmement riche. Qui éclaire beaucoup de choses et rend d'autres plus confuses que je ne pensais a priori. Je ne suis peut-être pas le seul. On peut prendre une petite dizaine de minutes de discussion avec Antoine Louvarie sur sa présentation, si vous voulez bien, avant de passer à la présentation de Philippe Dambly. Donc, je pense qu'il fera écho aussi sur la question des droits fondamentaux. Moi, je me lance. L'idée, effectivement, de droits fondamentaux d'une 4e génération, ça, c'est un point tout à fait intéressant. Mais je voudrais revenir plus sur la question éthique. Donc, par rapport à la morale, tu as soutenu que l'éthique est plus délibérative que la morale qui serait impérative. Mais est-ce que c'est un caractère de nécessité de ce caractère délibératif de l'éthique voilà, et quel est Excuse-moi, mais Thierry, est-ce que tu peux répéter, parce que j'ai un problème de... Décidément, aujourd'hui, la technique se venge. Oui. Non, mais un jour, bientôt, peut-être qu'avant 3-4 ans, on pourrait se réunir à nouveau dans une salle. Oui, voilà, c'est ça, oui. Non, je revenais sur la question de l'éthique et de la morale. Oui.
Tu affirmais que la morale a une dimension impérative, normative, voilà, qu'elle s'impose parce qu'elle est morale, que la règle morale s'impose parce qu'elle est règle morale, donc c'est voilà l'impératif catégorique à la Kant. Puisque l'éthique, tu l'associes à un caractère plus délibératif. Moi, je trouve que c'est un. Est-ce que tu aurais, comment dire, illustré un peu ce point-là? Et puis, je trouve tout à fait intéressant et très riche ta référence à l'idée d'éthique juridicisée. Voilà. Alors, est-ce que comment dire, le concept éthique vient d'ailleurs que du droit, vient de la technique, et en quelque sorte validé juridiquement, ou est-ce que justement les normes extérieures à l'univers de la technique, donc du type droits fondamentaux, égalité, non-discrimination, fraternité, peuvent être prétendre participer à la juridicisation de normes éthiques. Voilà, c'est des questions très, très générales. Oui, mais c'est normal que tu poses des questions très générales pas parce que mon monopoliser exposé la est parole. très général. Et voilà. Est-ce que tous les micros sont fermés parce que j'ai des échos? Voilà, merci. Là, ça va, je n'ai plus d'écho. Merci. Et encore désolé d'apparaître masqué bien involontairement. Tu as fait d'accord. Tu me poses la question. Alors, c'est parce que je me suis exprimé rapidement. Pour ma part, je n'adhère pas nécessairement à cette distinction. En fait, entre la morale et l'éthique, la morale impérative, pour faire simple, et l'éthique délibérative. Je n'adhère pas à cette distinction parce que c'est méconnaître que les morales, y compris un certain nombre de morales religieuses, ont été délibératives et sont délibérées. La casuistique n'existe pas qu'en droit. Et le débat entre les jésuites et Pascal est très net à cet égard. Et c'est bien dans le cadre d'une morale qui est une morale normative avec une source fondamentale par définition parfaite. On peut retrouver aussi des débats entre les kantiens, les néo-kantiens, etc. là-dessus. Alors, ce que je dis, par contre, et ce qui n'est pas sans conséquence, c'est que les présentations de l'éthique et de ce qu'on va présenter comme les normes éthiques vont s'accompagner beaucoup plus que la morale, parce qu'en gros, on a un stock de morale existant, alors laquelle plusieurs étapes, le judéo-christianisme, l'humanisme, le siècle des Lumières, et puis une morale, voilà, cette espèce de sagesse immémoriale que prétendait que Jules Ferry, dans sa fameuse circulaire sur la morale non religieuse, mettait en avant cette idée d'universalisme. Et donc, ces nouveautés qu'apporterait l'éthique par rapport aux techniques nouvelles seraient le produit, en effet, de débats par ajustement perpétuel, de débats dans quoi on pourrait dire quand même il y a le Parlement, les débats parlementaires. Et on voit le Parlement faire d'éthique. Je n'ai pas cité, pas eu le temps, un rapport du Sénat qui était une éthique pour l'Europe, d'éthique pour l'Europe. Donc l'Europe est éthique, avec des convocations de Habermas, tu vois, par exemple. C'est-à-dire que certains philosophes, tout à fait remarquables, deviennent des instances un peu comparables à ceux qu'ont pu jouer des prophètes, voilà, dans d'autres religions. Donc c'est dans d'autres façons d'encadrer les comportements humains. Et en fait, c'est l'affirmation d'un processualisme de l'éthique, mais ça limite parce qu'en réalité, tu l'as constaté certainement comme moi, ce processualisme a des points de départ qu'on suppose consensuellement admis, Ensuite, la question que l'on peut poser, c'est quelle est l'autorité respective des acteurs qui interviennent dans cette processualisation. L'autorité morale, il y avait un ordre moral, le mos majorum, disaient les Romains, repris par la jurisprudence administrative et civile, qui était un état des mœurs qui s'imposait de lui-même. Alors c'est sans doute de là que c'est venu qu'il y avait l'absence de débat. Il était contesté, cet état. Il a évolué au 19e siècle, il a évolué au 20e siècle. Donc, ce que je veux souligner, c'est que l'une des évolutions du droit, spécialement du droit public, c'est d'insister sur le dialogisme.
C'est-à-dire qu'en fait, la norme vaut autant par... Alors la norme, le contrat, c'est évident, mais la norme vaut autant par son auteur que par ses destinataires. Et l'éthique, ça serait ça. L'éthique, c'est nous sommes dans un arbitrage perpétuel sur... Alors, avec une explication qu'on peut comprendre, qui nous paraît difficilement discutable, c'est que par définition, les définitions de comportement éthique par rapport à des techniques innovantes qui peuvent innover elles-mêmes, avec toute la précaution que je donne, les mystères, j'en ai parlé avec Jalil Jaffay, d'évolutions qui ne sont pas mesurées sur un algorithme. On va rechercher pourquoi l'algorithme a produit telle efficience plutôt qu'une autre, ou etc. Eh bien, si tu veux, c'est cette notion de dialogisme qui pense que, au fond, à partir du moment où nous avons une norme consensuelle admise et des procédures admises, on va dégager ce que l'on aurait appelé morale avant, mais qu'on va appeler éthique. Donc, au fond, c'est une légitimité et une acceptabilité qui est mise en avant. Alors, ensuite, tu me dis, en ce qui concerne les droits fondamentaux, moi, ce que je pense, mais alors c'est parce que je suis juriste, et toi et moi, on écrit ensemble, donc on se complète, mais je pense que tu es assez proche, c'est que, comment dire, tout de même, le droit, ça fait quelques siècles qu'il est présent, et il a un effet enveloppant. Et c'est-à-dire que lorsqu'il se saisit de quelque chose, il y a un juge, et le juge, il a beau être dialogique, et à un moment donné, tu as une décision. Tu as une décision de justice. Alors, elle peut se fragiliser par le fait qu'il y a trop de revirements, etc., mais à un moment donné, tu as une décision. On est en train d'assister, par exemple, à une juridicisation, donc, entre guillemets, un durcissement, quelque part, du droit souple public. Et tôt ou tard, le juge judiciaire va y venir. Le juge judiciaire va y venir à sa façon. Il va tout d'un coup traiter, à mon avis, le droit souple comme des sortes, comment dire, de contrats collectifs, quoi. Voilà. Et il va le juridiciser. Donc, moi, je pense que c'est plutôt rassurant parce que, au fond, si on tient, je pense qu'on tient là, on sort d'une neutralité axiologique, si l'on tient aux droits fondamentaux, ben, c'est délibératif le droit, ça surplombe les choses. Maintenant, j'ai des interrogations parce qu'on utilise le mot loyauté. Ben oui, mais loyauté de quoi? De qui? De quoi? Loyauté, ça peut être pour l'Institut Montaigne. En fait, je ne l'ai pas dit, la loyauté pour l'Institut Montaigne, c'est que, en fait, l'algorithme, la CNIL dit elle ne doit pas trahir sa communauté. L'Institut Montaigne dit la loyauté de l'algorithme, c'est qu'il fait il est efficace. Il a obtenu, comme j'ai un contrat, comme si j'avais un contrat avec mon algorithme, et après, je veux bien qu'il y ait des biais et tout, mais la première chose, c'est que mon algorithme est servi à ce à quoi il devait être fait. C'est donc performatif. Bon, en ce qui concerne donc la loyauté, la fairness, etc., j'ai regardé les articles très intéressants que vous nous avez mis, notamment les équations, tout ça, un peu que j'ai un peu regardé jusqu'à un certain point du côté des maths. Mais si tu veux, bon, il y a tout cela. Et ensuite, en même temps, il y a la notion de transparence. Mais la transparence, aussi, il faut en parler. Là, le droit a des choses à dire sur la transparence, car on est toujours dans la limite. Jusqu'où va-t-on dans la transparence? Jusqu'où va-t-on dans l'explicabilité? Il y a aussi le droit de la propriété intellectuelle. Hein. Les algorithmes, c'est aussi de la liberté du commerce et de l'industrie. C'est aussi de la liberté. Jusqu'où donc, et c'est un droit fondamental, c'est les droits fondamentaux économiques. Donc, si tu veux, je pense qu'il y a un phénomène de juridicisation qui sera assez fort, et que, comment dire, la rétroaction du droit sera assez puissante. Maintenant, la vraie question, l'une des questions, c'est effectivement quelle est l'efficacité de l'exécution de ce droit, de ces décisions de justice, etc. Ça, c'est une autre question. Et je suis assez sensible aussi à, comment dire, aux effets d'équité ou d'iniquité sociale avec des secteurs entre guillemets chics de l'intelligence artificielle, avec un statut juridique clair, etc., des acteurs qui savent se défendre, etc., et puis le statut commun de l'intelligence artificielle de tout un chacun qui serait moins protégé, moins garanti, régulé, tout simplement parce que les acteurs n'auraient pas les moyens d'avoir accès à des contrôles ou à des recours, à des réclamations simples et efficaces. Voilà ce que je pense sur ce sujet. Très bien, merci Antoine. Je ne vois pas de main se lever. Donc, je vous propose de passer à Philippe Dambly, qui nous fait le plaisir
et l'honneur d'être présent avec nous. Donc, Philippe Dambly est maître de conférence à l'Université de Liège et a écrit énormément, des choses très intéressantes, tout à fait passionnantes, sur l'IA, les algorithmes. Voilà, donc Philippe, je vais te donner la parole. Donc là aussi, une petite demi-heure, enfin aux alentours d'une demi-heure pour qu'on ait du temps ensuite de discussion de ta présentation, puis de retour sur celle d'Ivaris. Je te laisse la parole. OK. Bonjour tout le monde. Alors, petite précision, je suis à la fois maître de conférence à l'Université de Liège, mais je suis aussi responsable dans une grande compagnie d'assurance de tout ce qui est l'innovation et la prospective. Donc, je voulais être transparent avec vous à ce niveau-là. Alors, comme l'a dit Antoine, et c'est vrai, le droit est très enveloppant et c'est pour ça que vous verrez dans mes notes que j'ai pris une approche qui est très systémique, dans le sens où c'est un grand système et que j'ai essayé d'être assez complet pour voir toutes les interactions dans ce système. Vous verrez aussi que je parle de système algorithmique parce que les algorithmes, les données, les programmes, les machines font un ensemble. Alors, quoi qu'on veuille, les systèmes algorithmiques, qu'on le veuille ou non, ils sont de plus en plus présents. Vous voulez les utiliser, vous ne voulez pas les utiliser, vous n'avez plus le choix, ils sont dans votre smartphone, vous allez à l'hôpital faire des examens, ils sont là, en imagerie médicale, ils sont là aussi dans des outils de police prédictive, de justice prédictive, ils sont de plus en plus présents. Alors, comme l'a dit un de vos collègues, Cédric Véliani, qui a pas mal publié en France sur l'intelligence artificielle, on est à un moment un peu unique grâce à l'essor de l'apprentissage automatique, des algorithmes nouveaux, beaucoup de données, des puissances de calcul qui n'ont jamais été aussi fortes. Et donc, il y a une espèce de datafication, selon son terme, de plus en plus grande dans la société. Ce n'est pas sans enjeu. Vous avez des enjeux économiques, ce que certains appellent la 4e révolution industrielle, avec des entreprises emblématiques telles que les GAFEM, les Natu, les Beatix, ce qu'on appelle de plus en plus les big tech. Vous avez remarqué qu'on parle des big tech comme on parle des pharmatech, comme on parlait des oritech, donc cette montée en puissance de ces grandes entreprises. Et cette 4e révolution industrielle, elle n'est pas sans influence et sans impact sur le monde du travail, que ce soit en termes de profession, que ce soit en termes de contenu ou que ce soit en termes aussi de formation, ce qui peut aussi fort vous intéresser. Et si ça vous intéresse, j'ai mis pas mal de références dans mes notes parce que c'est un sujet que j'ai beaucoup traité. En ce qui concerne cette mise en données du monde, mais vous voyez que l'ensemble des instances européennes en sont conscientes et c'est pour ça qu'entre autres, le GDPR a traité toute une série d'impacts sur l'ampleur de la collecte et du partage des données à caractère personnel. Donc, ceci étant important, à côté de ces enjeux économiques, vous avez aussi des enjeux politiques qui ne sont pas moindres. On le voit entre autres avec les élections américaines. Vous avez des phénomènes d'atomisation de la communauté politique suite à la personnalisation de messages, ce micro-ciblage avec les fake news. Vous avez aussi des risques de dérive autoritaire au moyen de la technologie. Beaucoup se posent la question dans le cadre de la crise sanitaire, jusqu'où pouvons-nous aller? Ou vous avez encore ce qu'on appelle le techno-autoritarisme, une expression de M. Khamenei dans une revue du MIT Review qui explique un petit peu ce qui se passe au niveau du Brésil dans ce genre de techno-autoritarisme. Alors, ce qui est aussi intéressant au niveau des enjeux politiques, c'est que nous sommes passés, non pas sans tension, d'un concept de gouverner et prouver à tracer et prédire. Tracer et prédire via des nouveaux types d'algorithmes, tracer et non plus gouverner, ce qui n'est pas le souci des gens du numérique, et prédire, c'est avoir une forte orientation vers l'action, oublier la causalité et être plus dans le monde des corrélations. Et en fin de compte, avec l'ensemble de ces données, avec l'ensemble de ces nouveaux algorithmes, on est de plus en plus dans un monde où on veut tracer et prédire. Vous avez aussi des enjeux sociétaux, vous avez des enjeux éthiques forts, nous reviendrons là-dessus. On ne peut éviter les questions de gouvernance et les questions éthiques quant à l'utilisation de cette technologie. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit, des risques de biais, des risques de discrimination, d'enfermement ou d'exclusion dans des bulles et aussi de perte de pluralisme culturel. D'autre part, une autre question qui se pose, c'est est-ce que vous êtes d'accord
est-ce que vous acceptez des outils qui sont des black box? Est-ce que vous êtes d'accord de vous soumettre à une justice prescriptive? Est-ce que vous êtes d'accord de vous remettre à une médecine prescriptive sans aucune garantie que les résultats ne sont pas biaisés, conduisant à des erreurs judiciaires ou à des erreurs médicales? À côté de ces enjeux, vous avez encore des enjeux juridiques et institutionnels, entre autres le fameux Code ISLO de Laurence Lessig, à savoir que les algorithmes entraînent une nouvelle normativité qui ne trouve pas son origine dans le processus législatif et qui peut concurrencer ou remplacer le droit issu des processus traditionnels. Et vous avez aussi le concept de gouvernementalité algorithmique d'Antoine Etruvroy, qui souligne les enjeux sociopolitiques associés à la propagation des technologies telles que l'intelligence artificielle. Vous avez encore un magistrat français, Antoine Garapon, qui explique ces enjeux en termes de pouvoir. C'est toujours assez intéressant. Et il dit ceci: est-ce à dire que ceux qui maîtrisent le code informatique deviennent les véritables décideurs et qui se profilent le risque que le pouvoir se trouve concentré dans les mains d'une petite caste de scribes? Je crois que la réponse est claire. En ce qui concerne les algorithmes, vous savez que les algorithmes, c'est vieux, ça date de l'Antiquité. Au Moyen-Âge, on en a beaucoup parlé. Le mot algorithme vient lui-même d'un mathématicien perse de langue arabe, Khwarizmi. Mais si les algorithmes sont si vieux que ça, pourquoi s'interroge-t-on autant sur le moment sur les algorithmes? Alors, il y a un sondage de la CNIL en 2017 qui est assez intéressant. Si 83% des Français ont déjà entendu parler des algorithmes, ils ne sont plus que la moitié à savoir exactement de quoi il s'agit. Alors ensuite, j'ai regardé un petit peu quelles étaient différentes définitions des algorithmes. Alors je l'ai pris dans la législation européenne, parce qu'elle influence l'ensemble des législations nationales, et puis c'était plus facile ici pour notre exposé de prendre ces définitions. Alors, en ce qui concerne la proposition de résolution du Parlement européen relative à des aspects éthiques en matière d'intelligence artificielle, de robotique et de technologies connexes, on dit que un algorithme, c'est un modèle à suivre pour les calculs ou les autres opérations de résolution de problèmes effectués par un logiciel lors de l'exécution d'une tâche. Alors, le mot algorithme n'a pas beaucoup de sens parce que fort de l'enseignement de Gérard Berry, professeur au Collège de France, nous savons que l'informatique repose sur les piliers que sont les données, les algorithmes, les langages et les machines. Et donc, en fin de compte, lorsqu'on regarde la définition d'algorithme, on doit la regarder avec celle de logiciel. Un ensemble d'instructions exprimées en code est nécessaire pour qu'un ordinateur fonctionne et exécute des tâches. Aussi celle de données, données, des informations définies et mémorisées en code. Et ce qui est assez amusant, c'est que cette définition de données n'a rien à voir avec celle que vous retrouvez dans le GDPR. Et donc, en fin de compte, il y aurait vraiment aussi besoin d'une espèce d'harmonisation des définitions au niveau des institutions européennes pour qu'il y ait un ensemble beaucoup plus coordonné. Et puis, vous avez la définition d'intelligence artificielle qui est la suivante: les systèmes logiciels qui, entre autres choses, collectent, traitent et interprètent des données structurées ou non structurées, identifient et établissent des modèles afin de tirer des conclusions ou prennent des mesures dans une dimension physique ou virtuelle sur base de ces conclusions. Et vous voyez que c'est vraiment une définition très, très large. La CNIL, de son côté, puisqu'Antoine l'a cité plusieurs fois, a donné aussi la définition suivante de l'algorithme. Classiquement, l'algorithme se définit ainsi comme une suite finie et non ambiguë d'instructions permettant d'aboutir à un résultat à partir de données fournies en entrée. Et donc, on voit dans le débat public contemporain, on glisse facilement des algorithmes à l'intelligence artificielle. Et dans ce cadre, on l'entend comme une nouvelle classe d'algorithmes. Et donc, le mot algorithme, maintenant, colporte toute une série de connotations beaucoup plus larges. D'autant plus avec toutes les méthodes d'apprentissage, d'algorithmes d'apprentissage. À cet égard, je ne peux que vous recommander la lecture d'un article de Dominique Cardon qui s'appelle « La revanche des neurones » et qui est vraiment très intéressant pour voir les combats entre les symbolistes, les connexionnistes, les évolutionnistes, les baséens et les analogistes sur l'intelligence artificielle et de voir aussi quels sont les aléas de la vie d'un chercheur tel que Yann LeCun qui maintenant est reconnu et qui, pour la petite histoire, vous le lirez dans l'article, pendant longtemps, personne ne voulait aller manger avec lui le midi parce qu'on trouvait barbant ces sujets. Alors, après avoir parlé des algorithmes, revenons un petit peu sur l'intelligence artificielle. Un des fondateurs de l'intelligence
l'intelligence artificielle avait une définition qui est très simple et que nous devrions mettre en regard des définitions juridiques proposées par les instances européennes. Pour Marvin Minsky, il dit « Théorie technique consistant à faire à des machines ce que l'homme ferait moyennant une certaine intelligence ». Ce qui est fort, et c'est ce que les auteurs du livre Le temps des algorithmes ont mis en avant, c'est que Marvin Minsky, il ne dit pas que les machines elles-mêmes sont intelligentes. Il dit que, vues de l'extérieur, elles font des choses qui demanderaient de l'intelligence, si elles étaient faites par des humains. Et donc, nous voyons que cette définition évite soigneusement de faire de l'intelligence une faculté humaine, et je vous rappelle tout le débat sur l'intelligence artificielle forte, faible, étroite, large. Alors, lorsqu'on regarde cette définition par rapport à d'autres définitions, et entre autres la définition qui a été donnée par le groupe d'experts indépendants de haut niveau, eux disent que les systèmes d'intelligence artificielle sont des systèmes logiciels, éventuellement matériels, conçus par des êtres humains et qui ayant reçu un objectif complexe, agissent dans le monde réel ou numérique en percevant leurs environnements par l'acquisition de données, en interprétant les données structurées ou non structurées collectées, en appliquant un raisonnement aux connaissances ou en traitant les informations dérivées de ces données et en décidant de des meilleures actions à prendre pour atteindre l'objectif donné. Donc, vous voyez une définition qui est beaucoup plus large. Et si vous regardez la définition de la proposition de résolution du Parlement européen, vous verrez à peu près que les définitions sont assez proches. Le point suivant que je voulais aborder, c'est l'éthique. De quelle éthique parlons-nous? À ce stade, en fin de compte, il faudrait presque laisser la parole aux philosophes, aux spécialistes de l'éthique, pour qu'ils puissent nous faire un point complet là-dessus. Mais comme le signale Dominique Lambert, qui est un professeur de philosophie des sciences à l'université de Namur, il dit « Quelle éthique va-t-on implémenter ?» Il n'y a pas qu'un seul cadre éthique possible. Va-t-on opter pour une éthique des valeurs, une éthique utilitariste, une éthique conséquentialiste? Ce choix n'est pas anodin car il peut changer complètement l'évaluation des comportements. Au fondement de la construction des machines morales, il y a des présupposés souvent idéologiques qu'il est important de mettre en lumière, comme l'a signalé Antoine. Alors, l'autre question, c'est pourquoi faire appel à l'éthique? En fin de compte, oui, pourquoi lorsqu'on parle de système algorithmique, tout de suite on en arrive à l'éthique? Il faut reconnaître que le recours à ces technologies, en particulier à l'intelligence artificielle, peut créer des risques. Des risques émergents, des risques nouveaux, des risques connus. Et entre autres, vous avez tous les problèmes de dilemme et de conflit de valeurs. Par exemple, la voiture autonome qui ne peut pas éviter l'accident et dont le système autonome doit choisir d'entrer en collision avec le véhicule A ou B, mais sachant que tout ça doit être codé à l'avance. Les biais et les discriminations, les risques d'exclusion, ces fameux bulles d'enfermement des personnes qui, dans leur propre bulle de données, des personnes qui se retrouvent dans des groupes sur Facebook qui ne font qu'entretenir leurs croyances et leurs perceptions, ou encore les bulles filtrantes via les recommandations. Entre autres, vous prenez les assistants personnels virtuels de type Alexa d'Amazon à qui vous posez une question pour qu'ils vous recommandent un restaurant. En fin de compte, le restaurant qui vous sera recommandé, derrière, il y a un algorithme avec des instructions précises. Alors, en ce qui concerne les exemples de discrimination, Antoine en a parlé d'un, entre autres, on pourrait revenir dessus, c'est le fameux logiciel Compass aux États-Unis, de la société Northpoint, qui était accusé d'utiliser des algorithmes comprenant des biais raciaux, étant donné que le score de récidive était plus élevé si le condamné était d'origine afro-américaine. Et vous avez encore le fameux chatbot de Microsoft, qui avait une faculté d'apprendre et qui, en s'entraînant avec des personnes qui avaient une certaine conception du monde, a eu des propos racistes assez rapidement. Vous avez aussi un cas que vous connaissez bien mieux que moi, qui est le fameux cas de l'algorithme APB, admission post-bac, avec la commission parlementaire, avec M. Cédric Villani, et toutes les conséquences. Donc, en fin de compte, il y a de nombreux exemples qui pourraient. Alors, qu'en est-il au niveau de l'Europe et des systèmes algorithmiques? Alors, vous remarquerez une petite chose qui est assez étonnante, mais qu'il faut souligner, c'est que l'Europe se positionne avec un mot qu'ils appellent la troisième voie, ce qui fait un peu penser au livre de Anthony Giddens et de Tony Blair en 2002. Alors, cette troisième voie,
en fin de compte, vous avez toute une série d'institutions européennes qui, depuis 2017, 2018, 2019, 2020, se sont saisies des problèmes d'intelligence artificielle, les problèmes juridiques, les problèmes éthiques, les problèmes techniques, et ont commencé les uns après les autres à faire des études. Alors, parmi l'ensemble des études, on va en voir plusieurs publications, et entre autres, il y en a une qui est assez intéressante, c'est la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, le CEPEJ, qui a dit il y a 5 principes dans une charte éthique d'utilisation de l'intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires et leur environnement. Le premier, c'est le principe de respect des droits fondamentaux, principe de non-discrimination, principe de qualité et de sécurité, c'est-à-dire des sources certifiées, des données intangibles, une technologie sécurisée, le principe de transparence, de neutralité et d'intégrité intellectuelle, et le dernier, le 5e, le principe de maîtrise par l'utilisateur. Alors, ceci est arrivé plus ou moins en 2018, juste avant un rapport du groupe d'experts. Il faut rappeler que pour la Commission européenne, les 3 piliers qui sous-tendent la vision de l'intelligence artificielle, c'est 1. Accroître les investissements publics et privés dans l'intelligence artificielle. 2. Se préparer aux changements socio-économiques liés à l'intelligence artificielle. 3. Et c'est là-dessus que ça nous intéresse aujourd'hui, c'est assurer un cadre éthique et juridique approprié pour protéger et renforcer les valeurs européennes. Alors, ce groupe indépendant d'experts hautement qualifiés a fait plusieurs publications, entre autres, il y a ce qu'on appelle le projet, et puis après, il y a le rapport. Et donc, dans le projet, ils se sont centrés sur l'être humain dans le but d'améliorer le bien-être individuel, sociétal et digne de notre confiance. Et il a estimé que pour être jugé digne de confiance et que les systèmes d'IA doivent être légaux, éthiques et robustes. Dans le rapport de 2019, toujours de ces experts indépendants, ils ont vraiment dit que le point de départ de l'approche, c'est l'humanocentrisme. Il faut placer l'humain au centre de la réflexion. L'Union européenne précise le fait que l'intelligence artificielle n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'améliorer le bien-être et la liberté de l'homme. Et puis, il donne toute une série de choses vers où on peut aller et de choses vers lesquelles on ne peut pas aller. À titre d'exemple, il y a lieu de s'abstenir de toute surveillance disproportionnée et massive des individus. Il convient de lutter contre la surveillance commerciale des individus. Vous avez comme ça toute une série de choses qu'on peut faire, de choses qu'il est déconseillé de faire. Et donc, en fin de compte, lorsqu'on regarde le premier rapport, l'intelligence artificielle digne de confiance est ainsi érigée en étoile polaire de la réflexion. Vous avez un schéma que je reprends et vous allez voir que pour qu'une intelligence artificielle soit digne de confiance, un schéma à la page 16, vous avez une intelligence artificielle licite, éthique et robuste. Sur l'aspect éthique, 5 droits fondamentaux sont mis en avant: le respect de la dignité humaine, la liberté des individus, le respect de la démocratie, de la justice, de l'état de droit, l'égalité, la non-discrimination, la solidarité et les droits citoyens. À côté de ça, vous avez des principes éthiques. Il y en a 4. Respect de l'autonomie humaine, prévention de toute atteinte humaine, l'équité et l'explicabilité. À l'exception de l'explicabilité, on voit que ces principes sont issus de la bioéthique, d'accord? Ces principes éthiques, ils doivent être concrétisés par des exigences. Vous avez 7 exigences essentielles tout au long du cycle de la vie de l'intelligence artificielle: action et contrôle humain, robustesse technique et sécurité, respect de la vie privée et gouvernance des données, transparence, diversité, non-discrimination et équité, bien-être sociétal et environnemental et responsabilité. Alors, le recours à la notion d'éthique n'est pas sans risque parce que, en fin de compte, vous pouvez avoir 3 écueils, ce qu'on appelle éthique shopping, éthique bluewashing, éthique dumping. Le premier, l'éthique shopping, c'est quoi? C'est que les entreprises pourraient choisir le cadre éthique le plus faible. Éthique bluewashing, présenter plus éthique qu'elles ne le sont vraiment les entreprises. Et éthique dumping, c'est exporter les activités de recherche dans les ordres juridiques présentant des standards éthiques les plus faibles.
C'est important parce qu'il n'y a pas vraiment, il n'y a pas d'éthique universelle. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller voir ce qu'on appelle l'expérience machine morale du MIT, qui est vraiment l'actualisation du dilemme du tramway à la voiture autonome. Il y a une grande étude qui a été faite dans de nombreux pays et quand vous voyez les conclusions, vous voyez des variabilités culturelles sur ce que devrait faire en termes de choix, de dilemme, le véhicule autonome. Alors, il y a aussi un livre blanc sur l'intelligence artificielle qui est assez récent de la Commission européenne. Et dans ce livre blanc, la Commission européenne expose des options qui permettront un développement sûr et digne de confiance de l'intelligence artificielle en Europe, en insistant dans le plein respect des valeurs et des droits des citoyens européens. Il y a deux grands piliers. D'une part, la création d'un écosystème d'excellence et d'autre part, l'élaboration d'un écosystème de confiance qui devra garantir le respect des règles de l'Union européenne, et notamment celles qui protègent les droits fondamentaux dont on a parlé avant, et les droits des consommateurs, en particulier pour les systèmes d'intelligence artificielle à haut risque. Nous reviendrons sur cette notion. Qu'est-ce que l'écosystème de confiance ? Cet écosystème de confiance doit être construit dans un cadre réglementaire pour l'intelligence artificielle reposant sur les lignes directrices du groupe d'experts à haut niveau, à savoir ce que nous avons vu tout à l'heure, facteurs humains, contrôle humain, robustesse technique, etc., etc. Alors, on a parlé, et Antoine en avait parlé aussi, d'intelligence à haut risque. Qu'est-ce que c'est? Selon la Commission, une application d'intelligence devrait généralement être considérée comme étant à haut risque en fonction de ce qui est en jeu, en examinant si des risques importants sont associés à la fois au secteur et à l'utilisation envisagée, notamment d'un point de vue de la protection de la sécurité, des droits des consommateurs et des droits fondamentaux. Le livre blanc insiste aussi sur la mise en place, et c'est la dernière partie du titre de mon exposé, d'une structure de gouvernance européenne sur l'intelligence artificielle qui prendrait la forme d'un cadre pour la coopération des autorités nationales. Alors pourquoi? C'est pour éviter la fragmentation des responsabilités et pour renforcer la coopération ainsi que pour mettre en œuvre les capacités nécessaires pour tester et certifier. Et donc vous voyez le mot certifier, certification. En ce qui concerne la proposition de résolution du Parlement européen de 2020, elle précise son champ d'application, qu'elle s'appliquerait à l'intelligence artificielle, à la robotique, aux technologies connexes, y compris les logiciels, les données et les algorithmes utilisés ou produits par ces technologies. Elle reprend 5 grands principes. 5 grands principes relatifs à l'intelligence artificielle. Le premier, c'est que tout doit être développé conformément aux principes éthiques. La deuxième, c'est de garantir le respect de la dignité humaine et des droits fondamentaux énoncés dans la charte. Le troisième, c'est servir au mieux les intérêts des citoyens, entre autres en favorisant le bien-être social, environnemental et économique. En ce qui concerne la limite des principes éthiques, le considérant numéro 34 précise que doivent être dûment prises en compte lors de l'utilisation des technologies de reconnaissance à distance, telles que la reconnaissance biométrique, pour identifier les individus de manière automatique. Ils font même référence là-dessus à une crise sanitaire nationale. Alors, différents grands spécialistes du droit de l'informatique et entre autres le professeur Yves Poulet, qui est un ancien recteur, professeur et chercheur à l'université de l'UNAMUR, qui est un des responsables aussi de l'autorité de protection des données, s'interroge sur le recours préalable de l'éthique par rapport au droit. Et ça, je vous renvoie vers les notes. L'article 9 de cette proposition met en avant un point très important, c'est la nécessité d'une absence de biais et de discrimination. Cet article est à lire à la lumière des considérants 17 et 20. En ce qui concerne la gouvernance, les articles 13 et 14 précisent ce qu'on entend par gouvernance, entre autres la désignation au sein de chaque État membre d'une autorité publique, ce qui a conduit certains à dire que nous aurons encore là une couche complémentaire administrative. Le considérant 36 est très intéressant parce qu'il donne toute une série d'organismes pour les certifications. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que l'intelligence artificielle pouvait avoir des
générer des risques. Entre autres, je vous ai parlé les dilemmes, les biais, les discriminations, les exclusions, les violations des droits fondamentaux. Je dois dire qu'à cet égard, Dominique Cardon a développé une intéressante grille de lecture que vous retrouverez à la page 22. Cette grille d'analyse de l'espace de la gouvernance des systèmes algorithmiques mériterait d'être diffusée. Le premier axe est de savoir si l'effet mis en avant est une conséquence que l'on peut imputer à une intention explicite des concepteurs de la plateforme ou non. Est-ce que c'est volontaire ou non? Le second axe est de savoir si l'effet est observable ou non par les utilisateurs du service. Et grâce à ça, il a pu développer une matrice que j'ai reproduite qui est très intéressante pour analyser un petit peu, par exemple, une plateforme par rapport à les conséquences de biais de discrimination. Tout à l'heure, Antoine a parlé d'une série de concepts, entre autres la loyauté, la vigilance. Lorsque vous lisez la littérature sur l'éthique des systèmes d'intelligence artificielle, des systèmes algorithmiques, etc., il y a 3 notions que vous retrouverez partout. La première, il y en a beaucoup plus, mais il y en a 3, je dis, qui sont un peu des permanents, c'est la loyauté des algorithmes. Alors, un algorithme loyal ne devrait pas avoir pour effet d'occasionner, de reproduire ou de renforcer quelque discrimination, et c'est de manière consciente ou inconsciente, et ce sans aucune référence à des conditions commerciales concurrentielles par des pratiques déloyales destinées à obtenir un avantage en manipulant l'algorithme. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est cette notion de loyauté a remplacé la notion de neutralité. Dans un premier temps, on voyait plutôt une notion de neutralité, et puis on s'est rendu compte, comme différents chercheurs l'ont dit, qu'il est vain de demander aux algorithmes d'être neutres alors qu'ils sont généralement conçus pour choisir, trier, filtrer ou ordonner les informations selon certains principes. Le deuxième grand principe, c'est la vigilance. Elle est liée d'une part en raison du caractère évolutif et imprévisible des algorithmes à l'ère de l'apprentissage. Il y a un risque d'impact exponentiel. Et d'autre part, l'autre aspect, c'est le caractère compartimenté des chaînes algorithmiques. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui interviennent et qu'en fin de compte, il faut vraiment sensibiliser l'ensemble de ce qu'appelle la CNIL la chaîne algorithmique. Et puis, vous avez toute une série de principes d'ingénierie qu'on retrouve, je dis, de manière assez générale, qui est la transparence et l'intelligibilité, le droit à une intervention humaine. Je vous rappelle que ce principe a été retenu par la législation européenne et belge sur la protection, donc le GDPR. Le droit à la joignabilité, et alors un concept assez important qui est le concept de redevabilité. Ensuite, ce qui est assez frappant, c'est de voir l'ensemble de ce qui existe déjà en termes de code éthique, de serment, de labellisation, d'outils, de normes, d'audit. Et j'ai fait un relevé qui n'est pas exhaustif, mais qui est assez complet de l'ensemble des codes, des chartes, des différentes initiatives privées. Par exemple, Google, une initiative française, la charte éthique pour un marché du droit en ligne, les différents serments, des labels comme Adèle, qui est un label français, des outils, toute une série d'outils pour voir un petit peu où on en est. Pas mal sont développés par des universités américaines, d'autres françaises. Les audits, les procédures de risk management et puis divers projets. Vous avez aussi une déclaration qui est assez intéressante, qui est la déclaration de Montréal. Ce qui est intéressant, c'est de prendre toutes ces déclarations, toutes ces chartes et de la comparer par rapport à ce qu'on propose dans les projets de législation européenne. D'accord ? Alors, en conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que lorsqu'on regarde toutes ces choses, on sent des tensions entre, d'une part, la neutralité des algorithmes, la non-utilisation des variables potentiellement discriminatoires, et d'autre part, les risques de biais, de discrimination et d'exclusion. Une autre tension, c'est entre, d'une part, les boîtes noires, les droits intellectuels, les avantages concurrentiels, et d'autre part, les principes de loyauté, de transparence, d'intelligibilité et d'explicabilité. Voilà, c'était un petit peu l'ensemble de cette approche, comme je vous ai dit, un peu systémique, qui était de mettre en relation toute une série d'éléments ensemble, de manière à attirer votre attention sur les diverses influences, entre autres du milieu professionnel, des milieux scientifiques, technologiques, des normes. Voilà, voilà Thierry, le contenu de mon intervention. Merci beaucoup, cher Philippe, pour cette présentation qui est elle aussi extrêmement riche, pleine d'éléments tout à fait intéressants, donc qui fait en partie écho
un certain nombre de questions que Antoine a évoquées, donc notamment la question de vigilance. Voilà. Bon, je ne vais pas monopoliser la parole, je vais juste essayer de lancer la discussion sur une première observation qui est, donc, tu as cité le rapport Cédric Villani, et puis son intervention sur le problème de APB, mais c'est surtout le rapport Villani, hein, que j'ai regardé. Et je trouve dans le rapport Villani, c'est une question à tous les deux, en fait, c'est que il insiste sur le fait que l'éthique est tout à fait importante, d'autant plus que voilà, qu'elle doit commencer là où, enfin, je résume un peu, qu'elle doit commencer là où le droit s'arrête. Donc, c'est l'incomplétude du droit, en quelque sorte, ou l'ennemi du droit qui rendrait voilà, la condition les considérations éthiques d'autant plus importantes. Donc, voilà. Donc, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. La deuxième, et je voudrais que les informaticiens s'expriment là-dessus, c'est celle de la qualité des algorithmes. Comment trancher entre enfin, est-ce que des qualités d'algorithmes ne sont pas antagoniques les unes avec les autres? Par exemple, la robustesse et l'explicabilité. On peut imaginer un algorithme qui n'est pas biaisé, qui produit des résultats justes, mais qui soit une boîte noire non explicable. Voilà. Comment l'explicabilité n'est peut-être pas l'alpha et l'oméga d'évaluation des systèmes algorithmiques. La troisième, c'est sur la question de la non-discrimination. Donc tout le monde est bien d'accord que il y a dans les sociétés démocratiques une valeur sociale de la non-discrimination. Donc on est tous attachés, voilà, ou du moins très majoritairement à l'absence de discrimination à raison de tel ou tel attribut, origine, sexe, préférence sexuelle, préférence politique ou autre. Mais si on prend bon, la question, disons, de la couleur de peau, aux États-Unis, donc il y a voilà, un contexte juridique, un contexte institutionnel dans lequel voilà, la question de discrimination positive ou pas est posée, et c'est un enjeu national, mais qui peut être voilà, traité parce qu'il y a des statistiques ethniques. Donc là, il y a eu une contre-expertise de Compass, hein, voilà, qui est bien connue, qui a utilisé des données carcérales pour démontrer que Compass voilà, discriminait les Afro-Américains plus que les autres. Mais là où la législation interdit le recours aux statistiques ethniques, comment faire pour comment dire, évaluer le caractère discriminatoire ou pas de tel ou tel. Voilà, ces trois questions que je pose en fait à tous les deux. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Je vous propose de commencer la discussion, puis d'autres interventions se manifesteront, j'espère. Bah, allez-y, Alors, Antoine l'a dit, hein, il y a un lien fort entre éthique, morale, déontologie et droit. Alors, il y a un professeur qui s'appelle le professeur Floridi, hein, qui est un professeur à Oxford, un philosophe et éthicien justement de l'information, qui a le Digital Ethic Lab,
pour lui, ce qu'il dit, professeur Fauridi, il considère que les développements éthiques ont pour objectif d'informer, je parle, le législateur européen, lui permettant par la suite d'adopter ou non les règles qui lui sembleront pertinentes et qui, elles, seront exécutoires. Alors, certains, ça dépend un petit peu aussi de la vision qu'on a de l'éthique, mais je dis de tout temps, et différents ouvrages ont été écrits là-dessus, il y a un lien très fort entre morale, éthique, déontologie et droit. Hein. Et je crois qu'Antoine pourra en parler beaucoup plus que moi là-dessus, hein, parce que c'est une question qu'il connaît bien. Mais clairement, je ne crois pas qu'il y ait une limite de l'un par rapport à l'autre. Je crois qu'il faut voir ça dans un continuum. Voilà, ce sont des branches différentes, ce sont des savoirs différents, mais qui se complètent très fort. Et souvent, l'un influence l'autre. Hein. Oui. Tout à fait d'accord avec vous. Il y a la question du continuum, mais sur l'incomplétude du droit, c'est un argument comme un autre, mais personne, je pense, n'a soutenu que, alors pour utiliser un terme, la régulation sociale devait être exclusivement entre les mains du droit, spécialement dans une société qui est à la fois un état de droit et une économie de marché. Donc, dans lequel, mon Dieu, chacun va qu'à sa vie privée, à ses affaires, etc., peut-être dans un cadre juridique, mais ses comportements, etc., ne sont pas formatés nécessairement par le droit. Ce qui est vrai, c'est que potentiellement, tout peut être juridicisé et que quand vous saisissez un juge, c'est la question des lacunes en droit, en fait. C'est quelles scènes et les lacunes en droit. Quand vous saisissez un juge, il ne peut pas y avoir de délit de justice. Alors, il peut vous refuser quelque chose parce qu'il dit qu'il n'y a pas d'obligation, etc., ce qui est déjà quelque chose. Quand le droit dit, quand la requête est jugée et rejetée tout simplement parce que les moyens sont ce qu'on appelle au sens fort inopérants, ce n'est pas un déni de justice, c'est le juge qui dit, ben voilà, il y a une incomplétude normale des choses, c'est parce que le droit n'a pas allé cela. Alors, c'est vrai que moi, ça me fait penser à quelque chose, là aussi, quand on présente les choses de façon très générale, on aime bien opposer, la Sorbonne juridique et la Sorbonne. Donc, des philosophes, les philosophes et la philosophie du droit. Il y a celle des philosophes et des juristes. Alors, on pourrait dire que les philosophes, ils vont chercher des normes absolues, des principes téléologiques ou des contingences qui concernent le droit et les sociétés politiques, tandis que les juristes ont tendance à regarder le droit comme d'une certaine façon un système autosuffisant qui se développe et que tout. Mais ce qui est, je pense qu'on pourra tomber d'accord là-dessus. En réalité, le droit vit sa vie et puis tout d'un coup, on sent un besoin d'organisation administrative, privée, etc. Et il se trouve que certains développements techniques convoquent des débats moraux ou éthiques qui jusque-là n'avaient pas lieu. C'est pas pour rien que dans les années 70 a s'est développée la bioéthique. C'est parce que la bioéthique a posé des questions au fondement de qu'est-ce que l'humain, qu'est-ce que sa reproduction, qu'est-ce que la famille, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela, jusqu'où je peux aller, même bénéfiquement envers les autres hommes, qu'il y a eu un questionnement qui s'est développé et qui a été l'éthique parce qu'un état moral donné ne convenait plus. Et effectivement, comme nous étions en démocratie, c'est ça, je pense, le point qu'on avait vu avant, la démocratie fait que pourquoi on a pris l'éthique? Parce que, je suis tout à fait d'accord avec ce que j'avais dit précédemment, les distinctions, c'est un continuum, parce que l'éthique était présentée comme par rapport à ce qu'on avait avant, la morale de nos pères, la morale laïcisée, la morale judéo-chrétienne, etc., quelque chose dans lequel on pourrait faire preuve d'inventivité avec des nouveaux arbitrages. Mais la réponse à l'incomplétude du droit, il y a des tas, et le droit ne prétend pas compléter tout. Alors, je voudrais juste rajouter un point et laisser la parole aux autres, bien sûr. C'est que il y a un point important, et vous l'avez abordé dans votre très intéressant exposé, c'est que c'est notamment dans le livre blanc de la Commission européenne, c'est l'idée de la garantie humaine de l'intelligence artificielle. Et ça serait très concret. La garantie humaine de l'intelligence artificielle, ça consiste à dire qu'à un moment donné, ça doit être très opérationnel en amont et en aval de l'algorithme. Nous dit, je regarde, là j'ai devant moi
la réponse qu'a fait le Comité national consultatif dans le cadre de la commission. C'est intéressant parce que je vous invite à la lire. Vous avez à la fois la commission et une conception entre guillemets française de ces questions, où ils disent que donc c'est très important concrètement parce qu'il faut que en amont et en aval de l'algorithme lui-même, on établisse des points de supervision humaine. Et ils disent, dans le domaine de la santé, on propose, le CCNE propose des collèges de garantie humaine associant médecins, professionnels, paramédicaux et représentants des usagers. Donc, c'est bien le droit qui va dire on crée des collèges, quel sera l'impact de leur avis, etc. Mais ce qui est très intéressant, c'est le pluralisme des acteurs de ces collèges. Et c'est pour ça qu'on va dire que c'est de l'éthique, parce qu'il y a médecins, professionnels, paramédicaux et, excusez du peu quand même, représentants des usagers. Donc, c'est toujours l'idée qu'on ne va pas avoir, par rapport à la morale, une instance spécialisée, religieuse ou non religieuse, le prêtre ou l'instituteur, hein, pour préciser les choses dans le passé, qui va, voilà, c'est cette question. Donc, et de toute façon, la chose que dira le droit, le juriste humaniste, en ce sens qu'il est dans un état de droit, etc., c'est très intéressant cette histoire de garantie humaine. C'est que garder l'humain, en dernière analyse, c'est une question d'hommes et de femmes, d'êtres humains, vis-à-vis de l'algorithme. On n'en est pas encore à la création d'une troisième catégorie d'êtres qui seraient les cyborgs, etc. Et c'est toute la question d'ailleurs des robots. Les robots, c'est une projection de l'être humain sur les robots. On se pose la question des responsabilités civiles et on voit la question morale et éthique. C'est-à-dire, si on fait de la responsabilité des robots, donc question de droits fondamentaux, c'est pas si dingue que ça. Ça consiste à dire, mais oui, on va forcer les personnes à s'assurer, et en tout état de cause, en cas de risque fait par le robot, de préjudice, il y aura une indemnisation. Donc on peut dire, d'accord, là, au niveau, le principe de responsabilité, oui, mais on évolue vers quoi? Vers une sorte, en réalité, c'est pas admissible, éthiquement, de responsabilité sans faute. Parce qu'après tout, du moment que je me suis assuré, ben, si mon robot a fait ci et ça, voilà. Et ça, c'est le cas typique de… Mais je reprends et j'approuve pleinement, si je puis me permettre, l'idée d'un continuum. D'un continuum. Très bien, je te remercie, Philippe. Voilà, vous êtes d'accord là-dessus. Florence demande la parole. Florence. Oui, bonjour, j'espère que vous m'entendez correctement. Merci infiniment Thierry de me laisser la parole. J'avais levé la main avant, en fait, tous ces propos absolument passionnants. Mais je pense que la remarque que j'avais à faire, en fait, intervient à point nommé. On parle d'éthique, on parle d'instances qui vont y réfléchir à l'échelle nationale, à l'échelle européenne. On parle de principes que l'on applique ou que l'on appliquerait principalement en Europe. Et j'aurais juste voulu, alors peut-être, enfin à bon ou mauvais escient, instiller peut-être un doute. En tout cas, je pense beaucoup à ce qui a été fait dans la foulée de ce qu'on appelle traditionnellement le dilemme du tramway. Avec cette expérience qui a été menée au MIT, qu'on appelle the Moral Machine Experiment, à propos des véhicules autonomes, puisque les équipes du MIT ont interrogé dans différents pays, et aujourd'hui c'est un sondage qui est extrêmement vaste. Ils ont interrogé les gens pour savoir quelles seraient leurs préférences en termes de programmation de véhicules intelligents. Est-ce qu'il faut mieux sauver des enfants? Est-ce qu'il vaut mieux sauver un animal de compagnie? Est-ce qu'il vaut mieux sauver des personnes d'un certain âge? Et ce qui est extrêmement intéressant dans le résultat de cette expérience, c'est de constater qu'en fait, d'un pays à l'autre, les réponses varient d'une manière qui est surprenante. Même à l'échelle européenne, nous n'avons pas les mêmes réponses que les Italiens. Ce qui est très flagrant en France, c'est que nous sauvons de manière prioritaire les enfants et les femmes. Mais finalement, les autres pays, les répondants des autres pays ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde. Et de fait, donc c'est une expérience qui a été menée par des équipes américaines principalement. Ce qui est intéressant, c'est que certains constructeurs ou certains spécialistes ont dit au final, finalement, on n'arrive pas à avoir de réponse à ces questions. Et c'est de manière extrêmement pragmatique que nous allons travailler parce qu'on se rend compte que ces sortes de dilemmes éthiques
nous n'arrivons finalement pas à les résoudre de manière consensuelle. Voilà, c'est à la fois une remarque et une question sur le point de savoir jusqu'où nous arriverions à trouver des positions sur le plan éthique sur lesquelles nous pourrions nous retrouver. Alors, c'est une très bonne remarque parce que j'ai pas mal travaillé sur les véhicules autonomes et effectivement, quand j'ai lu les résultats de cette enquête, et entre autres, il y a un livre français qui était très bien fait là-dessus, La voiture qui en savait trop, l'intelligence artificielle a-t-elle une morale? C'est vrai que c'est très perturbant lorsqu'on compare les préférences des uns par rapport aux autres. On dit qu'en matière d'éthique, il y a une seule norme qu'on retrouve partout, c'est l'inceste. Alors bon, voilà, il dit après tout le reste, c'est de la variabilité en fonction des cultures. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est par exemple l'expérience allemande. Sur les véhicules autonomes, très tôt, les Allemands ont fait ce qu'on appelle le Code de Berlin. Alors, le Code de Berlin, c'est une législation qui règle l'ensemble des aspects juridiques des véhicules autonomes. Et alors, ce qui est assez surprenant, c'est que lorsqu'on regarde la composition du comité qui a conseillé pour le Code de Berlin, en fin de compte, il n'y avait pas de citoyens. C'était des professeurs d'université, c'était des constructeurs automobiles, c'était des informaticiens, mais par exemple, les citoyens n'ont jamais été consultés. Donc voilà, mais effectivement, ce que vous dites par rapport à cette expérience, il y a aussi une belle publication dans la revue Nature là-dessus, c'est vraiment perturbant et ça va montrer la difficulté que va avoir le législateur européen et c'est pour ça qu'en fin de compte, jusqu'à présent, le législateur européen n'est pas vraiment rentré dans le vif du sujet avec l'éthique. Hein. Lorsqu'on regarde le livre blanc, il parle d'éthique, mais il ne rentre pas dedans, quoi. Voilà. Ils font référence aux travaux des experts indépendants, mais jusqu'à présent, le législateur a bien pris garde de rentrer au niveau de l'éthique. Voilà, Antoine, si tu veux ajouter quelque chose. Oui, je voudrais ajouter quelque chose. Alors, ce que vous dites est tout à fait correspond, effectivement, c'est tout à fait pertinent, mais comment vous dire, c'est pas tellement inédit parce que je ne dis pas que c'est pas important, etc., mais parce qu'il suffit, tous ceux qui, il y en a ici, qui s'intéressent à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, savent bien que dans un certain nombre d'arrêts, etc., elle a dû s'adapter, voire reculer, etc., parce qu'il y avait des différences d'approche culturelle liées à des choix religieux, philosophiques, globaux, liés à l'histoire d'un pays. À un moment donné, l'un des présidents de la Cour européenne des droits de l'homme a été jusqu'à affirmer qu'elle pouvait agir comme autorité morale. Mais le problème, c'est qu'en effet, et vous avez parfaitement raison, et les distinctions, par exemple, sont manifestes au sein de ce qu'on pourrait appeler la culture occidentale entre les démarches européennes et la démarche des États-Unis d'Amérique. Et effectivement, ensuite, vous avez parlé des critères. Cela, on connaît cela, vous avez raison, mais finalement, le véhicule. Alors, le comité de pilotage dont je vous ai parlé va faire quelque chose sur l'autonomie de ce type d'engin. Ce qui est intéressant, c'est que quelque chose que l'on connaît en droit, en tout cas, qui est très délicat, c'est la conciliation de normes égales, y compris de normes protectrices égales. Par exemple, en ce moment, toute la jurisprudence du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, dont je fais un petit truc là pour Dauphine sur le virus et la nécessité, c'est la question de savoir comment je concilie le droit à la vie avec toutes les formes de liberté. Et le choix de prioritisation est là ce que doivent faire les médecins. Devraient peut-être le font-ils pas, on ne sait pas trop d'ailleurs quand quelqu'un est aux urgences, etc. Donc c'est une question qui est la conciliation de normes de même niveau. Et deuxièmement, en effet, quand une norme en elle-même produit des exigences de prioriser, vous avez donné le sondage, c'est extrêmement intéressant, eh bien, qu'est-ce que fait-on? Mais à un moment donné, il faut décider. Il y a un non-dit, il y a une non-décision, mais à un moment donné, il faut décider. Les questions d'euthanasie, etc., ont été soulevées comme ça. On ne peut pas dire d'un service à l'autre, vu la situation. Il y a un moment donné où il faut décider, et ça pose la question de l'instance de légitimation. Et effectivement, comme il vient d'être dit, qui va participer? On ne va pas faire des sondages. Les sondages sont un moyen. Qui, normalement, ça devrait être le Parlement sous le contrôle du juge constitutionnel, de la CJUE, de la CEDH.
voyez, et donc c'est tout à fait intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que il y a les pluralismes culturels, etc. Mais à un moment donné, il va bien falloir arbitrer. Et l'éthique ne peut pas échapper à un moment donné à l'arbitrage, en s'opposant à la morale, en disant mais oui, la morale, elle dit voilà, elle est dans le déductif. Mais il y a un moment donné, il faudra bien arbitrer. Et ça, ça va poser un certain nombre de très très grosses questions, dont celle que vous avez soulevée. Très bien. Merci Antoine, merci Philippe. J'ai levé la main. Voilà, je voudrais évoquer la question de l'éthique sous l'angle procédural. Dire le choix d'une procédure et de la règle mise en place, enfin dans la règle de procédure, n'est pas neutre du point de vue éthique, mais la chose n'est pas simple. Il y a un cas américain qui est intéressant, qui est le concours qui est arrivé devant la Cour suprême, si je me souviens bien. Florence, vous me direz si je me trompe. Enfin un concours pour les pompiers de New Jersey pour progresser dans la carrière. Donc c'est un concours pour une promotion. La règle du concours a été pensée comme une hour, c'est-à-dire sans discrimination positive. Donc en assurant l'égalité de tous les pompiers de certaines catégories pour concourir à ce test pour une promotion. Bon, il se trouve que dans la population des pompiers, il y a des Blancs, des Hispaniques et des Afro-Américains. Et les résultats du concours ont été tels que les Blancs étaient quasiment exclusivement les seuls à avoir réussi le concours. Donc les Afro-Américains, il y a eu peut-être un ou deux Hispaniques. Mais donc l'autorité organisatrice du concours, donc la tutelle des pompiers, n'a pas validé ce concours, considérant qu'il y avait une suspicion de discrimination. Voilà. Alors, cette affaire-là pose bien les contradictions entre un principe procédural d'équité et le résultat attendu. C'est ce qu'on appelle l'impact disproportionné ou disparate impact. Et donc, pour corriger un tel impact disproportionné, il faudrait faire de la discrimination positive, c'est-à-dire revenir sur le principe d'égalité. Donc, il y a des tensions même au sein, comment dire, de la sphère juridico-institutionnelle, lorsqu'il s'agit de confronter un principe procédural d'équité au résultat qu'il produit. Et c'est là que des allers-retours multiples et qu'on est effectivement, comme disait Philippe, dans un système où de nombreuses dimensions sont interdépendantes. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez un avis sur ce type de sujet, mais enfin, je voudrais faire le point là-dessus parce que je pense que c'est une dimension importante de nos travaux. Antoine? En tout cas, ça montre, là, tu montres la question qui pourrait se poser à travers les algorithmes de ce qu'est le principe d'égalité. On voit bien qu'il y a une tension à cet égard. Il ne faut pas dire qu'en droit français républicain, utilisons nos grands mots à nous, hein, le droit français républicain, le nôtre, connaît la discrimination positive. Il connaît la discrimination positive, mais il la connaît uniquement par l'angle social, de revenus, géographique, territorial. Il y a une prohibition absolue, qui était jusqu'à présent un tabou, c'est que la race supposée race, hein, parce que, évidemment, quand le droit utilise ce concept, c'est parce qu'il pourrait être utilisé négativement, s'il ne donne aucune objectivité à ce concept qui n'en a pas scientifiquement pour l'espèce humaine en tout cas, qui est unique, qui n'a qu'une race, l'espèce humaine, l'ethnie. Alors, avec tous les débats que ça entretient, parce que certains ont dit, est-ce que l'ethnie, c'est une forme d'objectivation? Parce que l'ethnie, on l'utilise pour la religion, pour la langue, pour etc. Bon, il faut en revenir au grec, hein, ethnos. Et la race, la religion, etc. Et ça, non. Ça, non. On voit bien la question, en tout cas, en état. Et aussi, un autre point, c'est qu'il y a une tension qui existe en droit. Le droit français, y compris constitutionnel, ne connaît que
ne connaît pas l'obligation de différenciation. Il connaît la possibilité de différenciation. Il est loisible au législateur, il est loisible à l'autorité administrative de tenir compte soit de différences de situation, soit d'intérêt général, et c'est les discriminations positives à la française notamment. Tandis que pour la Cour de justice de l'Union européenne et pour la CEDH, depuis un arrêt de Klimenos, dans un certain nombre de cas, il y a obligation de différenciation. Parce qu'en refusant de faire une différenciation, en réalité, vous mettez une personne ou un groupe, une entreprise, parce que ça a été aussi utilisé dans le domaine économique, et pourquoi pas, en situation, voilà. Et effectivement, les algorithmes, parce qu'ils ont cette puissance, et que tu l'as dit toi-même, c'est cette espèce d'aporie qui fait que pour éviter le biais, et sans admettre la discrimination positive au sens américain, il faut quand même qu'on ait des informations sur un certain nombre d'indices, comme tu l'as dit, pour dire, mais est-ce que la couleur de la peau a joué? Est-ce que la religion a joué? Est-ce que ceci? Et ça, c'est évidemment quelque chose qu'il va falloir se pencher, puisque je suis dans un cadre républicain classique, je ne veux pas faire de la discrimination positive au sens, je dis je veux pas, je présente une hypothèse, les réformes constitutionnelles peuvent être faites, etc. Mais j'ai besoin et ça c'est typique aussi en effet de cette dynamique un peu que montrait Ellul et Heidegger de la technique, et spécialement de la technique algorithmique. Voilà. Puisque pour prévenir quelque chose, il faut que j'aille plus loin, mais le problème, c'est que c'est comme s'il y a un médecin, il y a une maladie, on dit, mais là, vous ne pouvez pas vous déshabiller, il ne faut pas faire ci, je ne peux pas utiliser ce truc, mais il faut que je sache, parce que sinon, vous allez la développer, cette maladie, ou prévenir. Si je peux cette comparaison est plus simple. Très bien, merci Antoine. Y a-t-il des questions dans la salle virtuelle? Non. Écoutez, cette première séance, ce premier webinaire a été extrêmement dense, extrêmement riche. Merci mille fois à Antoine et Philippe de leurs interventions. Donc, la séance a été enregistrée, donc je pense certains qui ne pouvaient pas être là m'ont demandé de savoir si un enregistrement était disponible. Voilà, donc pour information, la prochaine séance, ce sera le 10 décembre sur le même créneau horaire, 10h-12h, et cette fois la parole sera aux informaticiens. Donc Virginie Do parlera de fairness in machine learning, et Aurélien Garivier, qui est professeur de maths à l'ENS de Lyon, et co-auteur d'un article très intéressant entre informaticiens, matheux et juristes sur la loyauté des décisions algorithmiques. Voilà, donc le 10 décembre. Merci encore à Merci à tous. Merci à tous, c'était bien intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Aux invités et à l'auditoire. À bientôt. Voilà, on a vraiment beaucoup de choses. On a vraiment beaucoup de choses à chercher. C'est génial. C'est génial. Merci et puis à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.